Dans une partie en arrière commence à surchauffer, c'est très dur en traction, très longue, ce virage voilà très compliqué de ne pas bloquer la roue avant gauche, la voiture est délestée tout le long du virage, la sortie, un très beau virage encore, à fond en qualif, à fond en essai libre apparemment aussi, évidemment. très rapide, le T19, il faudra faire très attention aux limites de la piste en sortie, très simple de sortir large, et le dernier virage, très compliqué aussi, là on voit que ça s'ouvre beaucoup pour Sergio Pérez et la traction est compliquée. Et voilà, c'était un tour à Austin. Magnifique. Très beau tour, merci beaucoup Théo de nous avoir fait vivre ce tour effectivement mouvementé ici à Austin. Toujours. Et c'est Boss qu'il va falloir dompter du rodéo texan dans les minutes qui viennent en FP3 et après en qualifié en course. De cette séance dans un peu plus de 2 minutes, 1:34,9 le chrono de Sergio Pérez. C'était un petit peu moins rapide mais tout aussi spectaculaire ce matin pour Daniel Ricciardo au volant d'une voiture historique. On vous contextualise l'événement. En signant chez McLaren, Ricciardo avait demandé au patron Zak Brown quelle serait sa récompense s'il obtenait un podium. Eh bien, ça serait de rouler dans cette voiture NASCAR qui a appartenu à Dale Earnhardt, l'un des pilotes préférés de Daniel Ricciardo. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a repris le numéro 3 sur sa Formule 1. Dale Earnhardt, légende de la NASCAR, 7 fois champion, décédé en 2001. Et donc, pour le récompenser, c'était pas seulement un podium. D'ailleurs, je viens de mettre cette vidéo sur TBF1. Et bien, Zak Brown a fait venir cette voiture, ceux qui veulent voir la vidéo avec jusqu'à Austin pour faire ces quelques tours ce matin de démonstration. Donc avec cette voiture des saisons 1984 et 85. Julien et Théo, la séance va débuter. Et donc attention à ces tours annulés aux limites de piste parce que hier, Hamilton avait réalisé le meilleur temps et finalement son chrono avait été annulé. Ah, il n'a pas été le seul, Lewis Hamilton, à se faire surprendre ou en tout cas à tester. Les essais libres sont également là pour ça. Théo Pourchère, vous nous le confirmez, d'aller jouer avec les limites de la piste. En essais libres, ça ne coûte pas trop cher, ça coûte l'annulation d'un temps, mais on n'est pas encore en qualif. Il faut aller appréhender ces limites de piste. Bien sûr, les essais libres servent à ça. Il faut se tester, il faut tester le réglage de la voiture, il faut pousser les limites. Et de toute façon, une erreur aux essais libres n'est pas très grave. Voilà, un temps annulé, c'est pas grave. Ouais, c'est ça exactement. 23 heures. Faire comme Alonso ou Leclerc, à pas se cracher, là ça peut être plus compliqué. Et on a vu quelques sorties de piste spectaculaires hier, heureusement que les dégagements sont assez importants. Un point une nouvelle fois sur ce championnat qui voit se tenir en 6 points seulement Max Verstappen, pour l'instant leader de ce championnat devant Lewis Hamilton, Valtteri Bottas 3e, Perez est 5e, Norris est intercalé entre les deux. Les batailles aussi vont être importantes pour les coéquipiers, leur rôle à jouer dans cette course au titre mondial. On redécouvre de manière spectaculaire et aérienne le tracé, la foule nombreuse, un total de 360 000 spectateurs attendus ce week-end à Austin pour une grande fête du sport automobile. On sait que... Alors il y a une demande en mariage, il y a quoi? J'ai demandé où est-ce qu'on allait faire notre lune de miel. Il m'a demandé où est-ce qu'on allait faire notre lune de miel. J'ai répondu au Grand Prix des États-Unis. Et ben voilà, lune de miel au Grand Prix de Formule 1. Ça c'est beau, ça c'est beau. Sympa. C'est beau, c'est beau. Un peu moins romantique qu'aux Bahamas ou aux Seychelles, mais en tout cas, c'est une destination aussi désormais pour des couples jeunes mariés. Mais on leur souhaite, on leur offre tous nos vœux de bonheur. Il y a un peu plus d'écart au championnat entre Mercedes et Red Bull avec 36 points qui séparent la firme allemande de la firme autrichienne. On va en parler dans cette dernière séance d'essais libres des différents questionnements. Est-ce qu'il est en plein questionnement là en ce moment, Carlos Sainz, le regard perdu, l'air hagard. Bon, je vais recaler. Il ne va pas se savoir filmer, je pense. Il pense à son tour qui arrive. Vous voyez les points verts, vous voyez les points verts sur l'aileron arrière, parce qu'on va y venir à ça. Ces points verts sont des marques de référence de flexion de l'aileron arrière. On sait qu'on en a beaucoup parlé depuis le début de la saison de cette flexibilité des ailerons. Les écuries ont une certaine tolérance, une certaine permissivité de la FIA jusqu'à un certain point sur la flexion. Plus l'aileron se plie à haute vitesse, plus on gagne de la vitesse de pointe. Jusqu'ici, c'est Red Bull qui jouait le plus avec cette flexibilité de l'aileron arrière. Mercedes en est plein, ou en tout cas s'est interrogé auprès de la FIA. Jolie moustache, monsieur. Et il a été bien
réévalué le niveau de charge appliqué lors des contrôles techniques sur l'aileron arrière, c'est-à-dire que les ailerons doivent désormais supporter plus de poids et ne pas Vettel en fléchir piste, au-delà incroyable, d'un le certain premier qui pourcentage, d'un s'avance, certain degré. Sébastien. Et ces points verts sont là pour permettre sur les caméras, notamment placées sur les voitures, permettre à la FIA de juger si un aileron est encore trop flexible. Ce qui semble assez flexible en ce moment, c'est effectivement le train arrière de Mercedes. Mais pas seulement, parce que Red Bull pointe du doigt, sans parler de tricherie ou d'éléments illégaux, mais pointe du doigt un système qu'utilise Mercedes sur sa voiture qui fait qu'à une certaine vitesse, haute vitesse, en ligne droite, le train arrière effectivement s'affaisse un petit peu, ça permet un décrochage de l'aérodynamique, tout ça est assez technique mais ça permet de gagner en vitesse de pointe. Il se trouve que ce système fonctionne de deux manières, soit avec un système à gaz, soit avec un système de ressort qui sont préchargés d'une certaine manière, qui fait qu'à une telle vitesse et à un tel niveau d'appui commence à fléchir. Ça écrase l'arrière de la Mercedes que vous voyez ici dans le garage, ça lui permet de gagner de la vitesse de pointe. Pourquoi Red Bull ne parle pas d'illégalité? C'est parce que Red Bull utilise également un système identique. Oui, Red Bull a également un système c'est pas là que tu vas de trouver ton flexion bonheur. du train arrière C'est de étonnant sa que personne ne voiture. le Sauf suit d'ailleurs. qu'il est peut-être 20 h. aujourd'hui un peu moins poussé Peut-être que les gens que mangent celui de du coup. Mercedes et il est peut-être un peu moins efficace que celui de la Mercedes. Mais Red Bull utilise aussi ce système. C'est légal, ce ne sont pas des pièces aérodynamiques qui sont en jeu, donc même s'il y a un aspect mobile, ce qui est interdit, une pièce aérodynamique ne peut pas être mobile sur une monoplace de Formule 1, et bien ce système effectivement est légal. Mercedes semble le pousser à fond, ça s'est beaucoup vu en Turquie où il y a des longues lignes droites, ça se voit un petit peu moins ce week-end mais c'est toujours assez opérant et actif ici Théo Pourchère. Oui, très clairement, moi j'ai vu les vidéos de la Turquie et c'est très étrange honnêtement le train arrière de la Mercedes. Maintenant, si c'est légal, c'est du génie, parce que ça leur a fait gagner beaucoup en vitesse de pointe. Après, Christian Horner estimait 15-20 km/h de plus qu'habituellement. C'est énorme, c'est un énorme gain. Salut. Et Nassim. bravo Mercedes si c'est légal. En tout cas, c'est du beau travail. En tout cas, les questionnements fusent à la FIA, les écuries qui n'hésitent pas de plus en plus à questionner la FIA. Ce ne sont pas des réclamations, ce sont des questions posées au service technique de la FIA en disant on a observé ça, est-ce que vous pouvez 1 vérifier, 2 nous confirmer que c'est légal et 3 cas échéant agir pour ou contre le système. Donc on va continuer d'observer avec beaucoup d'attention la manière dont fléchit le train arrière de la Mercedes. Encore une fois, le but est de provoquer un décrochage aérodynamique. Autant dans les virages on cherche à générer de l'appui, autant dans les lignes droites on cherche le moins possible d'appui pour ne pas générer de drag, comme on dit en anglais, de traînée aérodynamique. Et effectivement c'est un système utilisé par Mercedes mais aussi par Red Bull. Chacun a essayé de pousser le concept au maximum. Et puis sur la flexibilité des ailerons arrière, il y a toujours une tolérance, elle est moins importante. Mais les écuries continuent de jouer avec la flexibilité des matériaux dans les limites du règlement. Voilà l'une des premières informations qu'on voulait partager avec vous, en tout cas éclaircir pour vous sur ce qui peut aussi expliquer aujourd'hui un avantage de Mercedes en vitesse de pointe. Et puis il y a le moteur Mercedes qui là aussi est observé. On sait que c'est un moteur référence en Formule 1. Aujourd'hui, ce moteur manque de fiabilité. Oui, il est très puissant. Oui, il offre de la vitesse de pointe importante aux Mercedes et aux clients de Mercedes, que sont notamment Aston Martin. Mais il y a un problème de fiabilité. D'ailleurs, Sébastien Vettel, que vous voyez à l'image, va subir une pénalité ce week-end. Il partira en fond de grille. Changement de moteur thermique. D'où viennent les problèmes de Mercedes? Eh bien, même si Mercedes ne le confirme pas officiellement et refuse de donner des informations, eh bien, elles sont finalement assez accessibles, ces informations, parce que Mercedes, alors que Fernando Alonso est au départ avec un moteur Renault, lui, Mercedes a demandé à la FIA de pouvoir changer certaines pièces pour raison de fiabilité dans son moteur. Et les pièces que Mercedes a demandé à pouvoir changer auprès de la FIA sont des pièces liées au rappel pneumatique des soupapes. Vous savez que ces moteurs tournent à très haute vitesse. Les tricheurs, Mercedes, complot. Par moment, voilà. Et qu'il faut que les soupapes, elles aillent très vite dans le moteur. Et donc, ce n'est pas un rappel à ressort, mais un rappel pneumatique. Et voilà. Eh bien, il le fameux rappel de fuite pneumatique qui permet le qui rappel va tout changer. de ces soupapes. Et ce système a dû être renforcé par Mercedes. Donc, c'est là que le bas blesse en ce moment pour l'écurie qui essaye de trouver des solutions. On a d'ailleurs observé hier chez Mercedes des entraînements dans la voie des stands à remettre
de l'air dans le système. On sait que les écuries ont cette Ah bah possibilité ils quand ils ont commencent à sérieux perdre problème, trop hein. d'air dans le système du moteur, et bien au moment de l'arrêt ou des arrêts au stand, un mécanicien peut intervenir, vient se connecter avec une espèce de bonbonne et re-remplit d'air le système moteur. Et bien hier Mercedes, pendant les essais, s'est entraîné à aller le plus vite possible parce que c'est pas une manœuvre très simple à effectuer. Surtout en 3 secondes quoi. À remettre de l'air dans son système. Donc vous voyez d'où c'est vient pas comme le si souci c'était les arrêts des années Mercedes 90-2000, c'est-à-dire 8 secondes, 7 secondes, 8 l'information, secondes. elle a été Ça aurait été facilement plus simple vérifiable pour eux. Hein. au vu des données et des demandes de Mercedes de changement. J'espère juste de que le pièces championnat pour va pas se raison jouer de là-dessus quoi. fiabilité. Putain, Et ça hein. c'est légal aussi concernant Sur ce des système. casse-moteurs. Voilà les dernières infos. J'ai beaucoup parlé Théo, excusez-moi, mais j'avais beaucoup de choses à vous raconter et on va pouvoir se concentrer maintenant alors que 8 minutes se sont quasiment déjà écoulées, 7 minutes exactement. On va pouvoir se concentrer sur cette séance. J'ai pas l'impression que la caméra dans le casque d'Esteban Ocon soit de nouveau présente puisque les petits logos du manufacturier de casque américain, Bell en l'occurrence, semble avoir repris sa place. Alonso seul en piste, donc c'est un peu oui. Tout le monde attend, tout le monde veut la piste gommée au maximum. Et Franck, vous observez cette ligne de départ du haut de la voie des stands. Oui, parce qu'on est dans un spot absolument magnifique. Regardez cette montée absolument dingue. On va freiner ultra tard, c'est ultra large ici avec Fernando Alonso. On va attraper le point de corde et à partir de ce moment-là, c'est pas compliqué. On attaque le toboggan, on descend, on est tout en aveugle, on va rentrer dans le virage de Way qui est les bosses. Il y a encore pas mal d'étincelles et puis surtout sur ce circuit. Regardez les fans, le nombre de fans qu'il y a, les parkings sont pleins, je crois que c'est 120 000 personnes par jour, c'est juste absolument dingue, on n'a plus l'impression du tout de vivre à l'époque du Covid, ça fait du bien, c'est bon de retrouver le sport automobile. Les Américains sont fans de F1 ça, 120 000 personnes chaque jour en moyenne attendues pour un total de 360 000 spectateurs présents sur ce circuit. C'est une grande fête, on le sait, on sait que le circuit des Amériques accueille chaque année, en plus du Grand Prix, généralement un concert assez spectaculaire, des artistes comme Bruno Mars, comme Pink, comme Taylor Swift sont venus se produire les samedis soirs du Grand Prix. Ça crée, ça génère évidemment, ça apporte encore plus à cette grande fête sur ce week-end de Formule 1 ici. Et je sens que c'est un circuit que vous aurez plaisir à l'avenir à aller fréquenter, Théo. Ah, bien sûr, les États-Unis, c'est le show à l'américaine. À chaque fois là-bas, c'est beau à voir. Beaucoup de fans. Ils sont pas trop habitués à voir la F1, mais là c'est beau ce week-end, honnêtement. Voilà, avec les concerts. On a 120 000 spectateurs par jour, donc j'espère que le Grand Prix va être sympa à suivre. Ça va être effectivement très intéressant à suivre. Une piste physique, c'est ce que nous dit Pierre Gasly, le pilote AlphaTauri, après les premiers essais d'hier. Il le confirme, ce côté, cet aspect physique du tracé. C'est vrai que c'est physique, surtout dans ces conditions. Après on est préparé pour ces conditions de piste et cette chaleur. Donc, non, c'est vrai qu'on tout le premier secteur est très rapide, donc on a beaucoup de G. Mais bon, c'est des sortes de virages que j'aime bien. C'est là où on ressent toute la vitesse d'une voiture de Formule 1. Donc, non, c'est des virages plaisants. Est-ce que c'est en cela que l'entraînement physique est si important évidemment pour vous? Ouais, bien sûr, surtout en fin de saison, quand on commence à accumuler un peu de fatigue, on arrive sur des circuits comme ça, c'est sûr que c'est physique, mais je me suis bien préparé et voilà, aujourd'hui va falloir vraiment se concentrer sur demain et trouver de la performance parce qu'aujourd'hui on était beaucoup trop lent. Ouais, AlphaTauri c'est moyen. Très insatisfait hier de ses essais. Mais bon, des explications de ces difficultés d'AlphaTauri, c'est la plateforme aérodynamique de cette AlphaTauri qui eh bien, nécessite un réglage basiquement assez dur, et sur ce tracé qui nécessite d'assouplir les monoplaces pour justement absorber les bosses, eh bien l'AlphaTauri sort de sa zone étroite de fonctionnement, cette balance aérodynamique qui ne fonctionne de manière optimale bien sûr que quand la voiture est réglée assez durement, et là ils sortent un petit peu de leur zone de confort, Théo, chez AlphaTauri. Ça s'annonce être un week-end difficile. Ça a mal commencé, c'est pas catastrophique, il y a peut-être des points à jouer, mais on a vu Pierre Gasly aux avant-postes jouer normalement autour de la 6e place, 5e place au début d'année, toute l'année même. Et donc là, ce serait dommage d'avoir un petit moment compliqué, mais bon, au moins marquer les points, c'est possible ce week-end. On va essayer chez AlphaTauri évidemment d'optimiser au mieux le package aérodynamique, de trouver des solutions pour compenser ces petites difficultés. Il y a beaucoup de vent aussi. Hier, les pilotes se sont plaints des bosses, ou en tout cas ont
confirmé ce que l'on savait déjà, c'est que les bosses étaient assez gênantes dans le pilotage et dans les réglages des voitures, mais le vent a lui aussi une grande part. On le sent aussi, j'imagine, en F2, Théo, les rafales de vent, ou au-delà d'un certain kilométrage de vent, kilomètre-heure de vent, le comportement est vraiment perturbé. Oui, c'est des monoplaces avec énormément d'aéro et encore plus en F1. Donc une petite rafale de vent, ça peut faire, ça peut déstabiliser la voiture, surtout dans les enchaînements, dans le 3, 4, 5, 6. Avoir une rafale de vent à cet endroit-là, c'est très très dangereux et vous pouvez perdre le contrôle de la voiture. Donc il faut s'habituer, il faut peut-être avoir une petite marge quand il y a du vent. C'est pas simple, mais ça peut dépendre, ça peut changer d'un tour à l'autre. Donc c'est compliqué à gérer. Ils vont devoir gérer ce vent. Lewis Hamilton, hier, à l'issue des essais libres, qui expliquait n'être pas allé dans la bonne direction de réglage sur sa monoplace. Autant la première séance d'essais libres avait donné des réponses intéressantes ou un comportement plutôt correct et intéressant de sa monoplace, autant la deuxième séance d'essais libres, le pilote et son équipe se sont un peu éloignés de la bonne fenêtre de fonctionnement de cette voiture. À eux, aujourd'hui, sur cette dernière séance, de revenir dans la bonne zone. J'imagine, Théo, que lors de vos essais en F1, vous avez encore mieux réalisé à quel point on pouvait vite se perdre ou vite se tromper de direction avec toutes les possibilités qu'offre en termes de réglage une Formule 1. Il y a des tonnes de réglages à faire sur une F1. Le pilote peut énormément impacter les réglages via le volant, mais aussi tous les réglages qu'il y a à faire mécaniques sur la voiture. Donc aéro, mécanique, il y a tellement de choses à faire. Donc on peut très vite se perdre. Et je peux comprendre Hamilton quand il dit qu'il s'est un peu perdu hier, et c'est fort probable. On regarde le travail des suspensions, notamment arrière. On serait bien resté encore un peu plus longtemps sur la caméra embarquée sur la Mercedes, parce qu'on voit à quel point le travail des suspensions est important, évidemment, redoutable sur une Formule 1 sortie de ce virage numéro 9. Lui aussi sous la surveillance de la FIA. Un premier secteur avalé en 25 secondes 7 pour Lewis Hamilton. Alors on va regarder dans cette ligne droite avec vous, Théo, si ça s'écrase. Un petit peu là, ouais, c'est pas comme à Istanbul. On voit un peu moins. Bon, après, dès que le DRS est ouvert, quand même, hein. On le voit, mais dès que le DRS est ouvert, l'arrière c'est direct un peu relevé, normal, voilà. Après, il y a aussi un effet normal d'appui qui fait que ça s'écrase, c'est logique. Mais on sent qu'il y a quand même ce petit décrochage par moment. Oui, il y a quelque chose de bizarre, un peu. on voit la voiture s'écraser au fur et à mesure, et après, après une centaine. Bon, ça y est, ils sont enfin en piste là ou pas? Bon, moyen, hein. Un petit affaissement plus violent. Et c'est un peu Salut David. Soyez certain que la caméra qu'on nous a proposée là, ça n'était pas anodin. Ce sont évidemment les réalisateurs de ce qu'on appelle le signal international. Ces images vont partout dans le monde sur les différentes télévisions qui diffusent les Grands Prix, donc Canal+, bien sûr. Et si on vous montre en ce moment sur le signal international cette image de l'arrière de la Mercedes, ça n'est absolument pas anodin. Ça a été choisi au vu des commentaires des uns et des autres ces dernières heures et ces derniers jours. Alors, quelle a été ma surprise quand j'ai vu en rentrant hier soir le fuck de Verstappen. Un petit peu de calme. Magnifique. Tout à l'heure, Franck Montagny et Antoine Arlot nous confirmaient un petit peu de tension dans le paddock du côté de Max Verstappen. On l'a ressenti aussi hier pendant les essais. Ces moments de tension pour le Néerlandais, qui pour la première fois de sa carrière se retrouve en position de jouer le titre mondial. Est-ce qu'il a repris l'avantage? Psychologiquement, tu veux dire? Le petit geste en termes de performance. Pas super sympa. Moi, je l'ai fait en F3 ça. Ouais. Ça m'a coûté $500 de pénalité. Enfin, pas de pénalité du coup, mais $500 de réprimande. Ouais. C'est vous qui payez dans ces cas-là? C'est l'écurie qui a payé. Ah, mais ils sont gentils avec vous, l'écurie. Oui, ils sont sympas. Après, je me suis bien fait, voilà. Vous êtes fait pardonner? Non, pas tellement. Vous avez invité au resto vos mécaniciens, j'espère. Oui. Oui, d'accord. Franck Montagny, vous êtes juste devant la voiture de Pierre Gasly. Est-ce qu'il y a eu une amende, Max? Même pas, hein. Exactement, avec Pierre Gasly qui va pas tarder à sortir. En tout cas, bon, pour l'instant, Mercedes semble mieux que Red Bull à Austin, mais bon, encore une fois, en perf, tout peut arriver, hein, donc bien. Un mauvais départ d'Hamilton, Verstappen qui le passe, qui l'envoie balader dans le gravier. Ça peut vite dégénérer, hein, donc moi tant que les pilotes ont pas passé l'arrivée, si tu veux, je suis sûr de rien. Oui, c'est pour cher, tout à fait. C'est pour cher.
chez AlphaTauri. Sauf que ici, si vous voulez fonctionner, il faut impérativement avoir des suspensions souples. Merci Franck pour ces Il commente vendredi et samedi, donc. Et demain, ce sera Grosjean qui prend le relais. Des suspensions, pour tous les éléments mécaniques de la voiture. Les bosses qui génèrent un véritable problème, c'est la dégradation pneumatique. Les pilotes ont beaucoup, Théo, dégradé leur pneus. En essai 2 hier, du coup, t'as raté ça, Abdel. J'ai mis la vidéo tout cet après-midi sur TF1. D'ailleurs, elle a fait beaucoup de vues. Je m'attendais pas tant de vues que ça, d'ailleurs. Il y a une vidéo qui tourne en gros sur Twitter. Et on a vu Verstappen passer Hamilton, si tu veux, dans le dernier secteur, alors que bon, ils attendaient tous les deux de s'élancer pour un tour rapide. Mais il s'est pas contenté de rester derrière Hamilton, il l'a passé. Puis après, à l'entame du dernier virage, Hamilton l'a repassé, et il a tassé un peu à l'extérieur. Il lui a fait comprendre que non, t'avais pas à me passer quoi en fait. Et après, Verstappen lui a fait un doigt. De mécontentement, bon tour de Mick tout simplement. Oui. Ça a l'air pas mal, à moins d'un dixième d'Antonio, c'est... Lui qui est donc voilà, les tensions continuent entre les deux. Q2 avec une Haas, je suis sûr que vous avez apprécié la performance de Mick Schumacher, Théo. Bien sûr, et c'est la seule chose qu'il peut faire cette année, essayer de passer en Q2, peut-être marquer des points s'il y a encore une course assez folle, mais la voiture n'est pas au niveau et lui il apprend aussi, donc c'était une très belle performance et c'est beau de voir ça. Ouais. Les supporters de Sergio Pérez, mexicains, venus presque en voisin, ils attendront aussi bien sûr. J'ai envie de dire tant qu'ils se cartonnent pas les deux, ça reste des doigts, des signes genre... c'est pas cool évidemment de faire un doigt, mais bon, Hamilton l'a fait aussi dans le passé. Beaucoup de pilotes l'ont fait d'ailleurs en vrai. Ça reste pas un scandale total non plus, mais... c'est des gamineries quoi. Vraiment. Lequel des deux va craquer? Pour toi, ça serait Max. Il a réussi à se les éviter. Oh, je serais tenté de dire pareil, mais bon. On sent Hamilton plus posé, tu vois, moins enclin à être virulent dans ses attaques sur la piste. Après, peut-être que Hamilton va changer d'approche et va être comme Max. La fin du tour de Sergio Pérez et le retour au stand simultané de Fernando Alonso avec vous, Franck. Ah, les doubles fenêtres, j'adore, ça y est, le retour des doubles fenêtres. Regardez, ce travail, on va commencer à l'analyser un petit peu. Il a moins d'expérience. Circuit, mais encore une fois, beaucoup de dégradation. Ça peut jouer. Vous voyez sur l'intérieur du pneu où il y a une petite collerette qui remonte un peu. La grosse problématique ici, tout simplement, d'Alpine, c'est qu'il n'y a pas de train arrière. On a beaucoup de difficultés et sur la partie rapide, malgré le fait que les ailerons sont énormément braqués. Attends, c'est marqué quoi sur l'aileron d'Alpine? Mendiant. Et c'est un vrai casse-tête pour les ingénieurs de chez Alpine. C'est une blague quoi. Merci Franck pour ce détail. Oh oui qu'on est content du retour de ces doubles fenêtres et de votre présence dans la voie des stands, Franck, pour être au plus près des pilotes, de leurs machines, des mécaniciens, des secrets qui se trament autour de ces voitures pour aller vivre une fin de championnat exceptionnelle. On le rappelle, 6 grands prix en 8 semaines. Ouais, c'est fou qui attend l'ensemble du Formula Alpine F1 s'associe à Mendiant qui protégera ses données. La F1 se rendra à Abu Dhabi. Alors ça s'écrit pas comme un mendiant, mais bon, c'est un peu... historique déjà entre Hamilton et Max Verstappen tiendra jusqu'au dernier rendez-vous de la saison. Oui, là il reste 6 courses si je me trompe pas, 6 courses. Ouais, 6 courses. Voilà, 6 points d'écart. Ouais, ça va être chaud jusqu'à la fin de l'année. Un point par course pour finir à égalité. Ouais, bon, ça fait en gros, il y a écrit mendiant sur les Alpines quoi. Pour ceux qui ne savent pas vraiment comment c'est écrit mendiant, bon, c'est un peu, voilà. Pour les Français, ça fait bizarre. Et il y a même un paragraphe. Vous voyez comme elle est basse. Oui, chez Alpine, ils ont pas de sous, du coup, c'est des mendiants. La blague est faite. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire à départager. J'avais pas remarqué ça, mais ouais, du coup, les deux pilotes pour un titre mondial. C'est bien visible sur les ailerons de la voiture. C'est bien, c'est à la FIA, c'est à la discrétion de la FIA de désigner. Ce n'était pas le cas sur d'autres critères. On en les Turquie, connaît par pas, exemple. les critères. Peut-être sur le nombre de lettres dans leur prénom, ou je n'en sais rien. Mais enfin, on ne devrait pas avoir besoin de départager Hamilton au-delà de leur nombre de 10e place, par exemple. Ça se jouera sans doute au point. Ça peut être une égalité de points. Ça, c'est un scénario tout à fait possible. Et n'oubliez pas le pouce bleu, évidemment, oui, ça le sera. pour les vidéos live. Ce qu'on espère éviter pour l'un comme et pour l'autre, c'est l'abonnement un éventuel abandon qui pourrait creuser d'un seul coup un gros écart entre les deux. On a envie pour le spectacle, évidemment, que ça se tienne le plus longtemps possible et le plus proche possible. On est avec Hamilton, justement.
Bon, Pérez, il m'a l'air en forme, hein, par contre, ce week-end. Même dès les essais libres, il est pas largué comme il était sur les autres Grands Prix, donc c'est plutôt prometteur pour le Mexicain. Mauvaise nouvelle à vous annoncer en perspective. Voilà le meilleur chez temps pour l'instant. Alpine pour Fernando Alonso. La méthode qui le reprend. De Lewis Hamilton en 35-571. Changement de moteur pour Fernando Alonso. Ouais, je viens de voir ça, Philippe, moteur sur utilisé aussi, ouais. ce week-end par l'Espagnol, avec un changement qui s'accompagne d'un nouveau turbo, d'un nouveau MGUH, d'un nouveau MGUK. Les batteries sont neuves, le système électronique également. C'est le seul week-end où je regarde la télé le soir. On dépasse le quota autorisé de 8 sets d'échappement. Il utilise le 9e. Bref, tout est oui, neuf. Du coup, parce que ça veut dire que d'habitude tu regardes pas la télé, c'est ça? Sur la voiture de Fernando Alonso, mais en tout cas, ça va le conduire lui aussi en dernière ligne. Il y a donc maintenant 3 pilotes à départager pour les dernières places sur la grille. Donc Alonso se prend une pénale aussi, du coup. Voilà. C'est leur position en qualification qui établira leur position. Oui, c'est ça, sur Fabien. La grille, et c'est 3. Mais en partant du fond, bien sûr, mauvaise nouvelle donc chez Alpine. Ah bah les mendiants vont partir dernier, hein. Mais oui, très tôt dans la saison, on a vu comme ça devait arriver, comme, Renault son aussi. coéquipier Esteban Ocon, Il n'a pas de voiture cliente, donc de 7 d'échappement, ils ont moins de retours que les autres. En jouant, voilà le delta de performance entre un pilote qui est désavantage. Et quelqu'un qui est à l'attaque. Ils espéraient pouvoir tenir jusqu'au bout de la saison avec leurs 8 jeux d'échappement. C'est trop au large pour Valtteri Bottas. Les 4 roues étaient au-delà de la ligne blanche. Ils sont durs, hein, par contre, sur les track limites. Ouh là là. Et bien non, en tout cas pour Alonso, c'est un 9e jeu d'échappement utilisé ce week-end. Et oui, on approche de la fin de la saison, on en est quand même assez loin encore. Bientôt, ils vont tous se mettre d'accord pour être pénalisés tous ensemble. Chez les uns et chez les autres. Mais ça pourrait être pas mal, hein, ça n'empêche. Ils se mettent tous d'accord pour se prendre une péna. Tous les pilotes se prennent une péna en même temps. Comme ça changerait rien au classement des qualifs. Ça serait énorme, franchement, si ils faisaient ça un jour. Bon, j'ai quelques doutes que ça arrive, évidemment, mais ça serait grandiose. Ce que je peux voir, c'est-à-dire, vous voyez, ce petit peluchage qui est au milieu, ça prouve qu'il y a du grip. Et puis il n'y a pas de collerette sur l'extérieur, donc ça c'est une bonne chose. Les pneus avant, par contre, beaucoup plus endommagés. On le voit que ça glisse un petit peu sur le juste train pour avant. trouver la Fiat. De toute façon, il n'y a pas de secret. Hein. Si vous voulez qu'il y ait du train arrière et que c'est difficile sur le circuit, bien tout simplement, il faut que le train avant glisse un petit peu. Parce qu'il faut impérativement balancer la voiture. En tous les cas, pour Hamilton, c'est qualif. Il va tenter de se qualifier aux avant-postes ici, le pilote britannique. Les statistiques qui sont en sa faveur. Il est à égalité de pole position aux États-Unis avec Michael Schumacher. Michael Schumacher qui avait signé 4 pole positions, mais sur le tracé d'Indianapolis. Lewis Hamilton a en sa possession également 4 pôles, une à Indy, 3 sur le circuit des Amériques ici à Austin. Verstappen qui est en train d'améliorer le 2e secteur. Voyons comment ces Théo vont tenir dans le dernier secteur. C'est ça, on va voir la réponse tout de suite. Ça a l'air d'être propre, en tout cas c'est bien piloté de la part de Max. Belle sortie du dernier virage et c'est la pole. Ouais, c'était un très Alors bon la pole, on va attendre un peu plus tard dans la soirée. Exactement. La pole des FP3. Si c'était maintenant, ce serait une pole position. La pole des FP3, meilleur temps pour Max Verstappen en 1 minute 35.2, 3 dixièmes et demi plus rapide qu'Hamilton. Montani, toujours énervé. Hein. Alors Daniel Ricciardo, après avoir piloté une voiture de NASCAR ce matin, pilote maintenant sa McLaren et l'emmène au 6e rang, 36-0. Devant Norris. Devant Lando Norris, absolument, un peu plus de dixième. Pierre Gasly, que l'on suit également. On espère qu'AlphaTauri va réussir à apporter des solutions techniques pour que le pilote se sente plus en confiance, plus confortable au volant. Les limites sont respectées, juste. Un 8e temps pour Pierre Gasly qui se positionne devant Esteban Ocon. En médium. En médium, absolument. On va voir, il va passer les softs sûrement après. Là, ce virage à fond avec Pérez, incroyable. Les 2 derniers virages, celui-là, le 19 qui est vraiment impressionnant. Il respecte les limites. Et va-t-il battre Max? Ouais, il est pas mal, Max Verstappen. Pour un millième de seconde. Oh là là, y a pas plus très serré là. Il faudrait aller au millionième de seconde. 1,35 207 pour Verstappen, 1,35 208 pour Pérez.
Voilà, franchement, si Perez c'était ça depuis le Peugeot, début de la remercie, saison, ce serait ces incroyable. pilotes d'avoir fait des temps avec des chiffres comme ça, 207 Qui ferait Red Bull là? Le temps incroyablement serré entre les deux hommes. Toi, tu préfères quand il n'y a pas Villeneuve? La voiture est dans une fenêtre de fonctionnement Ouais, c'est vrai que Villeneuve, des fois, il y a des sorties un peu... Clairement, les deux pilotes l'exploitent. Il clash beaucoup les pilotes en fait. Pas mieux, honnêtement, voilà, les deux pilotes. Un peu pour rien des fois. Voilà, les mêmes performances, c'est top, c'est top. Ouais, pour ça, il fait bien le travail. Il dépanne bien, on va dire. Les Ferrari qui se positionnent plutôt bien en ce début de week-end. Charles Leclerc. Oh, tête à queue de Valtteri Bottas. À quel endroit Valtteri qui fait un petit travers. Tête à queue. Il n'a pas tapé. Sortie du virage 6. Non, dans le virage 7. Le voici dans le virage numéro 9. Ça va, ouais. Alors, il a peut-être gâché un train de pneus. Ouais, là, les pneus sont morts, je pense. L'avant droit, on voyait un peu on voyait quasiment la carcasse. Voyons ce qui est arrivé aux Finlandais. Ça, c'est le virage numéro 6. La fin du 6. Bon, allez là. Oui, un peu trop de vibreur à l'intérieur. Ouais, la voiture sauter. Un petit peu de vibreur. Et ça se joue pas à grand chose. Ensuite, il remet les gaz. Et il rapporte à la radio un plat sur les pneus et des plats. Il y en a plusieurs. Là, quand la voiture reste longtemps en travers comme ça ruine. Ouais, il y a 4 beaux plats. Là, le train est mort. Les œufs au plat, c'est pour qui? Pour Valtteri Bottas. On le sent tout de suite sur un plat, Théo, dans la direction. Je parle souvent des blocages de roues avant. On le sent dans les mains quand on a fait un plat. On le sent direct. En F2, en F3, F2, F1, même un petit blocage, on le sent direct. Voilà, ça vibre. Et puis ça aide encore le pneu à se rebloquer. Donc c'est pas cool. Et c'est dur de piloter ensuite. Et si ça se passe en course, il faut survivre avec. Il faut survivre avec, ouais, là, on voit bien visuellement, notamment le pneumatique avant droit, la marque, très abîmé, même s'il est encore en train de rouler, qu'il est extrêmement endommagé. Effectivement, dommage parce qu'il gâche son premier train de pneumatique tendre. Celui avec lequel il tentera d'aller chasser tout à l'heure, plus tard dans la soirée, la pole position, en sachant qu'il ne pourra au mieux partir que 6ème. Bottas sera lui aussi pénalisé pour changement de moteur, 5 places de pénalité pour lui. Et le retour de Valtteri Bottas d'ici quelques instants avec vous, Franck. Ah oui, on va regarder la petite erreur et la punition directe pour Valtteri Bottas. C'est la pression aussi qui monte quand c'est comme ça. Alors les pneus, très sincèrement, ouais, si, il y a des plats, ils sont là, hein. On les voit bien, ils sont exactement à cet endroit-là. Le pneu est assez marqué, que ce soit sur l'avant ou sur l'arrière. C'est handicapant parce que quand c'est comme ça, en fait, on va attraper énormément de vibrations. Et ici, il y a déjà beaucoup de bosses, donc rajouter des vibrations à la bosse alors que la voiture est tombée. Regardez, la voiture est tombée par terre. On a le lève-vide devant qui n'est pas capté. Donc l'auto est tombée, ce qui peut endommager forcément les écopes qui sont en carbone tout autour de la voiture. Les vibrations ici, c'est un vrai problème parce que en plus des bosses, si vous avez la vibration des pneus, la ligne droite, vous voyez absolument plus rien. C'est-à-dire que vous louperez forcément tous vos points de repère. Oui, gâchis d'un train de pneus, bien il utilisera son deuxième dans la demi-heure restante dans cette séance. Pour l'instant, Verstappen et Perez les plus rapides. Hamilton à 3 dixièmes. A-t-il vraiment trouvé une voie d'amélioration? Le Britannique drapeau jaune dans le premier secteur. Oh là là. C'est le 360 de George Russell. Où est-ce qu'il est allé faire son... au même endroit que Bottas quasiment. Alors la qualif est à 23h. Il faut envoyer un peu tard. Mais toujours dans ce difficile premier secteur. Soir, hein. Là, on voit que les pilotes Théo sont en train d'aller chercher les limites pour la qualif et qu'il les trouve, voire les dépasse sur les bosses. Tard, hein, 23h quand même. Il y a pas mal de temps annulé pour limite de piste. C'est du jamais vu, je crois d'ailleurs, une qualif si tard de F1. Et voilà, ils essayent de trouver des limites. Les free practice, c'est fait pour ça. Attention à pas abîmer la voiture. C'est le plus important. Après, faire des plats sur les pneus, c'est pas bien grave. Je compte pas évidemment quand l'Australie était à 3h du mat la nuit. La voiture. C'est encore autre chose. Lui aussi, peut-être à l'image de Valtteri Bottas, va rentrer les courses à 1 heure en Inde. C'est sûr de ça? Ah oui, là c'est un énorme décrochage. C'est très bosselé à cet endroit, on a vu la bosse, il me semble que c'est entre le T4 et le T5. Ouais. C'était si tard l'Inde? J'ai pas de souvenir en vrai. J'étais un peu trop optimiste, nous dit le shérif britannique George Russell. Il s'est bien fait secouer là. Voilà, ça a sauté. Là ça a sauté.
Verstappen en amélioration avec un nouveau record posé dans le premier secteur en 25,4. Il en laisse un tout petit peu dans le deuxième. Il y a une histoire de compromis, hein, Théo, sur ce circuit. Tout donner dans le premier secteur peut être impressionnant au chronomètre, mais peut vous mettre en position de survie dans le dernier. Exactement. Le tour est très long et les pneus arrière surchauffent très vite. Il a quand même amélioré. Il améliore, belle amélioration. Hein. C'est un beau tour. Ouais. Quasiment 3 dixièmes de mieux que son tour précédent. Red Bull a l'air très fort. Très fort. Ils sont mieux qu'hier, clairement. Là, ça va signaux. beaucoup mieux qu'hier. Le Qatar, il va avoir un petit décalage, mais pas énorme. Quelques heures, pas plus. Et on voit que oui, les boss font aussi poser les ailerons au sol. Les dérives, voilà, les dérives d'ailerons qui touchent. Là, la planche de la voiture. Ça, je t'avoue que je m'en souviens plus, moi. Très belle image. Je pense pas que c'était si à cette heure-là. Deux leviers principaux d'action sur ces réglages de monoplace pour limiter la perturbation liée au boss, augmenter la hauteur non, de, c'était à du 10h châssis, du la mat. hauteur de caisse, travailler comme nous l'expliquait tout à l'heure. J'ai l'article là de Sport la Auto. souplesse des suspensions. Vous voulez aller voir le programme du Grand Prix d'Inde 2012. Les monoplaces, ce qu'elles aiment le moins au monde, c'est qu'on les hausse, qu'on les rehausse. Plus on peut les poser c'est à 10h30 du mat. plus on gagne en performance. Bien sûr, il faut rouler le plus bas possible sans trop frotter, bien sûr. Après, les océans à 6h30. On appelle ça le bottoming. Oui. C'est notre talonnage. Voilà, c'est pour se mettre mal. On parle tout le temps anglais. Bien sûr. Même dans les écuries françaises, même avec mon ingénieur. Vous savez que les abonnés de Canal adorent apprendre des termes techniques de la F1 grâce à Franck principalement, et des termes anglais, on les traduit le plus souvent possible, mais on sait que c'est parce que c'est votre langage de pilote et d'ingénieur que d'utiliser ces termes anglais. Donc le bottoming, vous pouvez le noter dans vos cahiers, c'est le fait de taper au sol, de talonner. C'est ça, exactement. Voilà. Kimi a l'air en forme. Il est toujours en forme, Kimi Räikkönen. 10e. Il y a un autre terme technique en Formule 1 anglais qui est le leave me alone. I know what I'm doing. Et ça, c'est Kimi Räikkönen. Ça appartient qu'à une seule personne. Ah, c'est sa phrase. C'est sa phrase. Lui qui avait remporté ici son dernier Grand Prix à ce jour en Formule 1. Kimi Räikkönen, c'était en 2018. Sacré au volant Kimi. de la Ferrari. Qui n'était pas plus ému que cela sur le podium. Ça aussi, c'est Kimi Räikkönen. Ça, c'est Kimi. C'est qui vit ses derniers Grands Prix de Formule 1. Et c'est trop large. C'est trop large. Le temps sera effacé. Est-ce que vous l'avez croisé un petit peu, Kimi Räikkönen? Pas du tout. Pas du tout. Voilà. Vous êtes en train de dire qu'il ne vient jamais au simulateur en même temps que vous? Vous ne dites rien, ne dites rien. Bon, parce que ce sera sûrement le Vous cas. avez le droit d'exercer votre droit de retrait sur cette question. Je ne pense pas qu'il apprécie énormément le simulateur, mais bon. On révèle pas un énorme secret en disant ça. On le sait. C'est un pilote de la vieille école. De l'ancienne école. La vieille, je sais pas, l'ancienne en tout cas. Aujourd'hui, Théo, clairement, je redeviens un peu plus sérieux, mais vous ne pourriez plus vous passer de simulateur. C'est un outil indispensable. Indispensable. C'est clairement impossible de ne pas faire de simulateur. Il y a tellement de nouvelles pistes. L'année prochaine, 23 pistes au calendrier. Voilà, des nouveaux circuits pour les pilotes qui viennent de la F2 notamment. Le simulateur, c'est hyper important. Et pour l'équipe aussi, l'équipe s'en sert pour avoir des données, comment la voiture réagit sur le circuit. Et c'est très précis, c'est des simulateurs qui valent des millions d'euros, donc c'est très précis. On n'est pas sur des consoles de jeu, c'est clair. Il y aura un nouveau circuit à apprendre l'an prochain, celui de Miami. La F1 qui se rendra autour du Hard Rock Stadium des Dolphins de Miami. C'est pas l'endroit que souhaitait dans un premier temps la Formule 1, ni d'ailleurs le maire de Miami, qui ne désespère pas, une fois que la F1 sera implantée, que les habitants de Miami se seront faits à la venue de la Formule 1, ne désespère pas de réorienter le circuit vers le centre-ville, plutôt qu'autour du stadium de la ville de Floride. Le retour au stand de Max Verstappen, Franck, avec vous. Et on va pouvoir regarder ces pneumatiques, voir un petit peu la différence. Alors on va pas se rapprocher tout de suite, on va les laisser travailler parce que les pneus, regardez, c'est magique, ils viennent ici directement. Alors, le pneu arrière c'est plutôt pas mal. Le pneu avant c'est beaucoup mieux que sur la Mercedes. Alors ça c'est une très bonne chose parce que comparé à hier où les pneus arrière étaient complètement arrachés sur la voiture de Verstappen, là je peux vous dire que les pneus c'est bien mieux que ce qui se passe chez Mercedes. C'est peut-être pour ça que ça fonctionne bien. Et par contre du côté de Pérez, regardez l'aileron avant, il a été remonté tout simplement parce qu'on a un petit problème. Vous avez vu sur les images que l'aileron tapait pas mal à droite à gauche. Et bien on a inspecté cet aileron là avec un scanner comme pour les humains.
On a passé cet aileron-là, tout simplement au laser pour vérifier qu'il n'y ait pas de craquure. Et pour votre vocabulaire, sachez que quand on a un plat sur les pneus avant, on dit souvent qu'on a du dribbling sur la voiture. Très bien, on ajoute au glossaire. Franck, on est avec vous sur cette pièce impressionnante qu'est l'aileron avant, avec la cape notamment qui passe sous cet aileron. C'est vraiment une pièce magistrale. Hein. C'est une pièce magistrale. Et puis regardez, dans cette cape également, tout en haut, vous avez deux petites entrées d'air. Cet air, il va faire en sorte qu'on va accélérer l'air sous la voiture. On va permettre à l'air de passer sous la voiture pour ressortir derrière et remonter sur cet aileron arrière. Et puis vous avez aussi ces caméras, vous voyez à droite et à gauche. Là, on a une caméra qui est sur la gauche. Bon, Las Vegas, c'est pas sûr encore, mais c'est en projet, oui. Le même grammage que cette caméra sur le côté droit pour bien équilibrer droite-gauche. Et à l'avant, vous pouvez voir. La F1 va conquérir l'Amérique. Le nez avant, tout simplement. Il y a une petite. Tu peux aussi ajouter le Canada. Bon, c'est pas les États-Unis, mais c'est sur le même continent, quoi. Et ensuite, au-dessus, juste au-dessus de. Ça reste en Amérique du Nord, du coup. Magnifique, merci beaucoup. On peut nous présenter ces éléments. Impressionnante pièce, effectivement. Ô combien importante, puisque c'est de là que tout le concept aérodynamique de la monoplace démarre. C'est sur l'approche et sur le passage de l'air de l'aileron avant que se décide ensuite eh bien, tout ce qui va se passer sur les flancs, sur la carrosserie, sous le diffuseur également d'une monoplace. Fernando Alonso qui va lui devoir maintenant se concentrer eh bien, sur le meilleur rythme possible en course. Ouais, il n'y a pas que les pilotes, ouais, je pense que les mécanos aussi. Mais bon, après, en fond de grille pour changement de. Les équipes vont s'adapter, ils vont organiser tout ça, je pense. Son unité de puissance. Il est dans le rythme, ça a l'air pas mal, 8ème. Oui, effectivement. On jette un coup d'œil également sur la météo avec une piste chauffée maintenant à 37 degrés, 28 degrés dans l'air, 37 degrés au sol. Vous voyez la confirmation visuelle sur l'écran des éléments. Quand c'est rouge, eh bien c'est que vous avez dépassé les quotas. Et là, il les dépasse maintenant eh bien, sur tous les éléments, même sur les échappements qui étaient au nombre de 8 autorisés. Il utilisera un 9e set en ce week-end. Le retour depuis le dernier Grand Prix d'Adrian Newey qu'on a aperçu sous sa casquette. On a appris qu'il avait connu un accident important de vélo nécessitant des opérations. Et c'est la raison qui expliquait bien sûr son absence sur les Grands Prix depuis un certain temps. Réapparu au moment du Grand Prix de Turquie. Très important pour l'équipe, hein, Adrian Newey, la légende Adrian Newey chez les ingénieurs et chez les concepteurs de monoplaces. C'est un génie, je pense, clairement. Oh oui, quand on très voit, fort. Les Formule 1, pourquoi on l'appelle pas Grand Prix de Floride? Lui, il crée des... Alors, Miami, tu veux dire? C'est des avions de chasse. Voilà. Ah oui, ah, il s'appellera, il s'appellera pas Grand Prix des États-Unis. Ah, il s'appellera peut-être Grand Prix de Miami. Bull, bien sûr, toutes les voitures championnes du monde. Ils auraient pu appeler Floride. Ces dernières années, enfin il y a quelques années déjà, hein, puisque depuis Mercedes a posé la main sur les titres pilotes et constructeurs, mais challengé en cette saison 2021. Alors, Valtteri Bottas, qui après avoir sacrifié un train de pneus et un tête à queue, revient en piste avec un deuxième set. Alors pour le coup, les triple leaders, il n'y en aura que 2 l'année prochaine. Et qui cette fois se positionne à 76 par contre, il y aura beaucoup de double moins leaders. d'un dixième derrière le chrono de Verstappen. Pas mal. Pas mal. Lewis, à mon avis, a fait peut-être une erreur. Donc, le rythme des Mercedes est proche de celle des Red Bull. Du coup, chez Alfa Romeo, Bottas, c'est qui en 2022? On ne sait pas encore. Et on sent toute la violence du freinage ultra tardif avant l'épingle. Ça freine à moins de 100 mètres. Hein. Surtout que maintenant on sait que Andretti a acquis à 80% Sauber. Donc il va avoir son mot à dire hein, sur le pilote. Hein, on la mesure ici, cette vitesse de pointe avec la Ferrari, aux alentours de 318. Le radar était positionné un petit peu avant la vitesse réelle maximum atteinte par Sainz. 317 mesuré. Il reste 20 minutes dans moi je suis assez étonné parce que les temps au final ils étaient mieux en EL1 qu'en 2 et 3 quoi. La piste s'abîme au fur et à mesure du week-end. Ça c'est extraordinaire quand même. Demain une grande journée de sport mécanique sur les antennes de Canal+, avec à 14h tout d'abord le Grand Prix d'Émilie-Romagne en MotoGP. Ce sera sur Canal+. Bah justement, ça a l'air d'être le cas. Peut-être titré ce week-end, mais qui a souffert en qualification, notamment par l'annulation d'un de ses temps, et qui s'élancera 15e sur la grille de départ dès-demain. Challenge difficile, mais que va tenter de relever bien sûr Fabio Quartararo. Le Grand Prix MotoGP à vivre donc sur Canal+, dès 14h, et puis on basculera
sera en mode 34-9. dès 18h40. Ouais, on dirait qu'ils améliorent pas vraiment en fait. En pôle, qui sera suivi à 19h du documentaire que vous découvrirez, Romain Grosjean, Road Trip, réalisé par Tsunoda s'améliore de plus en plus. Vous suivrez bien la première saison américaine de Romain Grosjean. Pas trop d'accord avec ça quand même. Parce qu'en Turquie, certes, il a résisté à Hamilton, mais plusieurs tours après, il fait une erreur qui lui prive de quelques points. Donc, est-ce qu'il s'améliore vraiment en vrai? Je sais pas. Pas sûr de ça quand même. Peut-être en qualif, oui. On verra tout à l'heure, justement, mais en course, pour moi, ça reste moyen. Les sorties, les tractions, ça accroche pas. Mais bon, il y a encore l'année prochaine au pire c'est pour s'améliorer. compliqué. Pour Hamilton, c'est compliqué. On verra bien. Après, il va repasser un train de pneus, donc il va remonter dans le classement. Là, les pilotes, en grande majorité, ne travaillent qu'avec la gomme rouge sur cette séance. On a vu tout à l'heure Pierre Gasly se concentrer lui, sur de la gomme jaune. Tu veux dire qu'il se calme et tout. Le premier train, en tout cas, a été de la gomme jaune. Et il a intérêt. Hein, ce sont les deux seuls pilotes, Vettel et Gasly, à avoir passé des médiums. Tu peux pas être un rookie et te mettre à insulter tes ingénieurs en F1. À un moment donné, tu fais profil bas. À un moment donné, t'es nouveau, voilà. Les vitesses tu te détends quoi, tu respectes tes ingénieurs et tout ira bien. Et Perez, eh bien 6 mètres plus tard, Verstappen attaque son freinage. Il lui faut 115 mètres pour pouvoir négocier ce virage. On parle du virage numéro 1 ici. Perez part d'un petit peu plus tôt, on va dire. Une Ferrari première, bah dis donc, ouais, incroyable. Ça c'était très intéressant. Est-ce que ça va bouger d'ici la fin? Et du coup, je suis un peu embêté pour les pronostics. Je sais pas trop quoi pronostiquer en temps de la pole. Vous avez été beaucoup nombreux à pronostiquer une 33 et quelques. Mais je commence à douter qu'on y arrive en fait. Très important, on suit le tour de Lando Norris qui a maintenant pour référence. Ça se trouve, ils vont rester coincés en une 34, une ou deux. Carlos Sainz qui a réalisé le meilleur temps il y a quelques instants en 34,805. C'est à 23h, ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai que l'ingénieur de Leclerc en Turquie, des bosses et du vent surtout. Qu'est-ce qu'il avait dit déjà? Qui pour autant, eh bien, si tu restes premier, en gros, il peut pas te passer ou je sais pas quoi. C'est du genre. Certains observateurs merci quoi. Avaient prédit qu'il serait bien placé. Si tu restes premier, tu vas gagner ou un truc comme ça. Je ne me rappelle plus exactement ce qu'il a dit, mais c'est une connerie du genre. Un truc bateau, tout le monde sait quoi. Finalement. On est chez AlphaTauri et puis il y a quelqu'un qui se sert énormément des courbes dont Théo a parlé, c'est Pierre Gasly. Pierre Gasly qui va partir maintenant avec un nouveau train de pneus. Puis regardez derrière sur cet ordinateur, vous voyez au niveau du haut sur l'écran du milieu, au niveau des courbes blanches, et bien c'est tout simplement ça que Verstappen était en train de regarder. C'est ces comparaisons là qu'on a avec les pilotes. Vous voyez que sur cet écran de contrôle derrière, il y a énormément d'ordinateurs, il y a 3 hommes qui s'en occupent et il y a beaucoup de courbes. Et bien ces courbes là, ça permet tout simplement de comparer la vitesse de passage, le moment où on appuie sur le frein, le moment où on appuie sur l'accélérateur. Si tu continues, Bottas sera derrière toi. Ah oui, ça. AlphaTauri fait du bon boulot apparemment selon le panneau de la F1. Ils sont de 3ème force du plateau. Bah ça ne se voit pas sur cette course, en tout cas pour l'instant, sur ce week-end. Non, pour moi ils sont pas 3ème. Hein. AlphaTauri, c'est du bullshit ça. Exactement. Et pour moi, la troisième force du plateau, c'est McLaren, je dirais. Même si Ferrari est tout près, selon la course. Et AlphaTauri sont peut-être 5ème à la limite. Ils sont pas 3ème, ils sont derrière Ferrari et McLaren pour moi. Alors le 35-3 de Charles Leclerc. D'ailleurs, ça se voit au nombre de points au classement. La 6ème place provisoire sera de toute façon effacée. Alors je sais pas comment ils font leur panneau là. Les arrières, les pneus arrière ont été très difficiles à gérer sur ce tour. C'est peut-être des infos qu'on n'a pas après. Ça lui a valu peut-être de perdre le contrôle et de. Bon, en tout cas, Mercedes depuis SVL2, c'est pas ça quand même. Hein. On observe avec vous. Hamilton a l'air d'être en galère. Alors est-ce qu'il a beaucoup d'essence? Bon, il y a même pas de, on n'a même pas de clip, on a l'impression. Là, il a fait que 2 tours avec le pneu, c'est sûr. Mais hier, ils étaient vraiment en galère chez Ferrari, ça fonctionnait pas trop. Aujourd'hui, c'est vraiment un regain de puissance absolument dingue. Alors attention, hein, chez Ferrari, on est un petit peu comme chez Alpine. Souvent, quand ça va pas, on décide de mettre que 10 kilos dans le réservoir et ça fonctionne tout de suite beaucoup mieux. J'espère que c'est pas le cas, mais ça serait quand même une possibilité parce qu'il y a un gros delta de puissance entre hier et aujourd'hui. Carlos
À mon avis, oui, Sainz il a pas beaucoup d'essence, hein. Faut pas croire qu'il a le plein. Charles Leclerc qui a vu son Ni temps même le mi-carburant. avec ses pneumatiques notamment, et Pérez qui est en train d'améliorer le premier Et secteur. Pérez qui améliore. Pérez est en forme. Red Bull qui semble vraiment fort aujourd'hui. Ouais, on les attendait peut-être pas à pareille fête. Alors la fête, elle a lieu en qualif et en course, hein, les essais libres. Ça compte, oui, ça c'est sert sûr. pas à rien, mais en tout cas, ça n'apporte rien en termes de points au championnat. Ça, c'est vrai. Ça apporte de quoi soit se rassurer, soit aussi inquiéter les autres, ou il s'agira ensuite de mettre toute la puissance moteur au moment des qualifs, ce qui n'est pas encore le cas. Pérez, fin du deuxième secteur maintenant. Oui, je pense que Mercedes, déjà, ils économisent le moteur d'Hamilton. Il est en avance d'un dixième Ils sur la référence économisent Carlos peut-être moins avec Sainz. celui de Bottas, par contre. Lui qui a changé son moteur. Très agile, cette Red Bull. Une fois de plus. Ça lui Oui, rend. bien absorber les bosses. Il y en a aussi, on le voit un peu moins, mais il y en a encore des bosses dans le dernier secteur. Il y en a. Il y a que le deuxième secteur qui est un peu plus tranquille. Beaucoup de trafic sur la route de Sergio Pérez. Latifi va s'écarter pour laisser passer le Mexicain. Le dernier virage, le 20e et dernier virage de ce circuit. Et peut-être le meilleur temps. Oui, 1:34.701. Il a conservé ce dixième d'avance qu'il avait à l'issue du deuxième secteur jusque sur la ligne d'arrivée. Il va s'écarter pour à son tour ne pas gêner Latifi qui lui préparait et entame maintenant un tour rapide. Horner se dit, si même Pérez se met à performer, ça va commencer à être pas mal pour nous. Les Mexicains, bien sûr, se réjouissent de voir leur idole à si bonne position. La première pour l'instant. C'est vrai que pour Verstappen, c'est très intéressant d'avoir ces données comparatives. Et oui, ça fait. Verstappen a toujours eu l'habitude d'écraser un peu ses coéquipiers. Et le dernier en date, c'était Ricciardo, avec lequel il a pu vraiment bien se comparer. Ouais. Et là, d'avoir Pérez qui le pousse à un moment si important dans le championnat, il faut tout donner et chaque point compte. Il faut maximiser la performance de la voiture et son propre talent aussi. Donc c'est hyper important. Alors qu'on suit Lance Stroll, sachez que Max Verstappen vient de sortir de la voie des stands avec des pneus neufs. C'est Franck Montagny qui évidemment avait les yeux sur ses pneus. On a aussi rechargé l'aileron avant de Charles Leclerc, nous dit Franck dans la voie des stands. Et Pierre Gasly qui à la radio se plaint des rafales de vent. Ça c'est ce qu'il y a de pire, hein. Un vent continu à la limite, bon, on fait avec. Les rafales, elles sont imprévisibles par définition. C'est ça, elles sont imprévisibles et puis... Vous pouvez avoir une rafale pour votre tour et votre concurrent il n'en a pas et il vous met 3 dixièmes, donc c'est très complexe, très complexe. La fin du tour de Lance Stroll, 12e position pour lui, son coéquipier Sébastien Vettel pour l'instant qui se retrouve au 17e rang. Latifi est remonté à la 11e position. Bon, ça s'ouvre énormément pour Daniel Ricciardo dans ces derniers instants du tour. Et pourtant, c'est une amélioration pour l'Australien. 6e maintenant. McLaren un peu moins performant quand même, hein, par rapport à Ferrari. Ça va être intéressant la bataille pour la 3e place au championnat. Si importante. Enfin, Pérez veut du Red Bull. Sainz et Charles Leclerc chez Ferrari, chargés d'optimiser les nouveautés apportées sur le moteur, sur l'aspect électrique du moteur, les optimiser jusqu'à la fin de la saison, permettre à Ferrari d'obtenir suffisamment de données. Je mets le Hollandais devant ce week-end, Pérez. Évidemment le plus performant possible. Ah non, Pérez, franchement, moi je le vois pas si loin que ça. Hein. Il a l'air mieux que d'habitude. 22, 23, 24 et peut-être à moins qu'il soit vide et que les autres la nouvelle réglementation n'intervient qu'en 2026. Ouh, le slide. Et là, voilà, il arrête le tour. Ouais, c'est fini. Ça sert à rien. Ça sert à rien. La sortie n'était pas bonne. Ça compromet la ligne droite et puis le 3e secteur avec les pneus surchauffés. Là, c'est même pas la peine d'essayer. Il avorte sa tentative, Charles Leclerc, après avoir glissé à la sortie de l'épingle. Il y a 2 épingles cruciales à négocier sur ce circuit, le virage 1 et le virage 11. Eh oui, il dit, je ne comprends pas pourquoi je souffre autant avec les pneumatiques arrière. Et là, il y a un aveu d'impuissance sur cette situation pour Charles Leclerc. On va revoir Théo. Voilà. Ça tournait pas. Après, ça tournait pas en entrée et milieu. Et c'est aussi ça le problème. Il faut pas voir que le résultat qui est de le voir glisser en sortie. On voit vraiment la voiture
qui tourne pas au début et ensuite on remet du gaz avec beaucoup de volant et ça aime pas. Là c'est la pire situation parce que vous souffrez en entrée, en milieu et en sortie. Donc là vous cumulez les problèmes. Allez, Verstappen, le train de pneus neuf dont nous parlait Franck Montagny il y a quelques instants, il est en action, ce train, cette monoplace, ce moteur, ce pilote. Il faut tout mettre à bout, essayer de se rassurer à un peu plus de 2 heures des qualifications. Là ça sort bien de l'épingle, c'est pas comme Charles Leclerc, ça a bien accroché. Et il va pousser son tour jusqu'au bout. DRS ouvert, la vitesse de pointe qui va s'afficher d'ici quelques instants. Un petit peu moins que chez Ferrari certainement. Ouais, 314. Il améliore, il est pour l'instant en avance de 82 millièmes de seconde sur son coéquipier qui vient de dépasser. 38,0 dans le deuxième secteur, record dans le premier. Et la clé donc, faire tenir ses pneumatiques arrière dans le dernier secteur. Ils vont encore souffrir ces pneus, notamment sur ce long appui sur le pneumatique gauche, puisque le virage est à droite. Et les deux derniers virages ultra rapides. Lui, il est peut-être pas dans les limites. Il se fait plaisir, mais il se fait pénaliser aussi pour les changements de moteur. Donc, à l'intérieur, le dernier virage. Alors, le temps, oui, 1,34,3. Maintenant, on va regarder au ralenti si les 4 roues n'étaient pas et Verstappen qui descend les chronos. Ah oui, là, ça commence à parler. 34,3. 34,3. En tout cas, c'est ce qu'il faut retenir. C'est cette amélioration. 3 dixièmes de mieux que Pérez. C'est très très fort pour Red Bull. Très fort. Alors voyons justement dans ce virage, c'est là que ça se joue. Ouais, elles sont à l'extérieur. Oui. Elles sont à l'extérieur les roues. Le chrono va être effacé. Je demande annulation du chrono pour Max. 34,3. Pénaliser ce pilote. Non. Les 4 roues sont à l'extérieur. Les 4 roues sont à l'extérieur. On oublie ce chrono. En tout cas, ils sont capables de faire 34,3 chez Red Bull. On se souviendra qu'il était capable de le faire. Ouais. Allez, il l'a su tout de suite. Verstappen, c'est lui qui en parle à la radio, c'est pas son ingénieur qui lui l'annonce. Il l'a bien senti, il l'a vu, mesuré. Pérez reste donc le plus rapide. S'il était resté dans les limites du circuit, on peut imaginer qu'il aurait fait quoi, un 34,4, 34,5 probablement. Si vous ça aurait été mieux qu'un 34. Je dis pas, je pose la question, mais il aurait évidemment été un peu moins vite, puisque là il a pu garder de la vitesse en dépassant la limite, mais si on cesse de se projeter. Ouais, après, je pense pas qu'il ait gagné énormément. Ça se joue vraiment à pas grand chose et c'est pas forcément nécessaire parfois de jouer avec les limites. Il vaut mieux avoir une petite marge et confirmer ses tours. Et là, de toute façon, il a essayé, c'est des essais libres. Mais en qualif, c'est sûr qu'il... Tu pronostiques une 34-1 la pole. Il a gardé cette marge et il est en avance avec un record dans le deuxième secteur, une amélioration personnelle sur le premier. Et au passage de la ligne, il se montre le plus rapide. Hamilton, le 34,4 qui lui va rester accroché sur ce classement. Moins bien, ça reste moins bien que Verstappen. Ils ont été quasiment dans les mêmes temps, Hamilton et Verstappen. Évidemment, on retient le précédent chrono. Ah non, il est effacé aussi, donc c'est taillé. Oh là là, mais sérieux quoi. Décidément. Verstappen comme Hamilton, eh bien oui, ils jouent aux limites. Ouais, ils ont peut-être un peu abusé sur les limites de la piste là, je crois. Et leurs tours sont respectivement effacés. La direction de course qui nous confirme que c'est au virage numéro 9, comme vous l'aviez vu Théo, que Hamilton a dépassé les limites de la sport, piste. Les deux Alpines qui vont céder en qualif. Alonso aide Esteban. Exactement, petite aspiration offerte par l'Espagnol. Voilà, magnifique. Quelque chose de pas facile à faire, facile, ouais. Le jeu des coéquipiers. C'est ça, pas facile, mais ils s'entendent bien chez Alpine. Donc là, il y a quand même un gros gain avec l'aspiration en ligne droite. Il y a un bon 2-3 dixièmes à gagner, donc c'est toujours intéressant. La bataille au milieu de peloton est très serrée. Pour passer en Q2, passer en Q3 peut-être, ça peut servir. Est-ce que c'est un exercice auquel, Théo, vous avez déjà dû vous prêter ou dont vous avez déjà bénéficié ? Non, dans les catégories juniors, il faut être honnête, c'est la guerre, c'est la guerre. On veut tous aller en F1 et la guerre. Voilà, pas de cadeau. Pas de cadeau. Si l'année prochaine, par exemple, on vous demandait d'offrir une aspiration à Valtteri Bottas, vous le feriez? Allez, je veux bien. Si on vous le demandait, gentiment, si c'est gentiment demandé. Si c'est gentiment demandé, moi, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème, bon, parfait. Fred Vasseur, c'est bon, il est d'accord, vous pouvez le signer. Ça me va, ça me va. 5 minutes encore dans cette séance. Vous imaginez que la seule condition pour accéder à la F1, ce soit d'accepter une fois de temps en temps une aspi en qualif au coéquipier. Vous signez avec les deux mains. Je signe avec les deux mains. Avec une pierre, avec un burin, n'importe quoi, vous signez. Mais je mets une entre parenthèses, si je le bats, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà.
Hamilton qui reçoit l'information à la radio. On aurait été premier, mais ton temps a été effacé pour les limites de piste au 4 minutes restantes. Impressionnante cette courbe. Très beau dernier secteur, beaucoup de rythme ici sur ce tracé des Amériques, tel est son nom. Pierre Gasly qui en fin de séance est sur un rythme moins élevé, qui étudie encore la dégradation de ses pneumatiques. La question va se poser au vu des bosses, au vu de l'abrasivité du revêtement. La question se posera d'utiliser ou non ces pneumatiques les plus tendres demain en course. On rappelle qu'il y aura 56 tours à couvrir. C'est-à-dire que 2 stratégies peuvent fonctionner ici, 1 ou 2 je arrêts. dis vis-à-vis de Pourchaire. Les écuries vont Pourchaire, bon, il est pas sûr de aller en F1 l'année prochaine quand même. Demain matin, avant de s'élancer en course demain, il sera 20h55, 21h heure française. Et je vous rappelle que ce Grand Prix, eh bien, vous aurez l'embarras du choix pour le suivre demain. Vous n'avez pas le droit de le rater. Je compte sur vous pour être en direct, soit sur Canal+ décalé. J'aurai le plaisir d'accompagner Romain Grosjean aux commentaires de ce Grand Prix. Ou alors sur C8, en clair, vous pourrez suivre ce Grand Prix. Avec enfin, il parle Dupin que ça sera diffusé sur Renaud C8 en Derlot clair. aux commentaires sur C8. 20h55 en tout cas, le rendez-vous à ne pas manquer pour ce 17e Grand Prix de la saison, que ce soit sur Canal+ décalé ou sur C8. Il va falloir nettoyer vos pneus, monsieur Norris. Procédure de départ pour Valtteri Bottas. Wow. Ouais, ça prend le grip. Hein. Ça prend le grip. Hein. Là, c'était un beau départ. Les derniers instants de cette séance, ça glisse un petit peu là dans les S. Là c'est très très chaud, honnêtement c'est beau de voir le travail de Max derrière le volant. On voit que ça bouge malgré la direction assistée et une F1 normalement c'est très... ouais c'est sûr, voilà, c'est vrai que si Ganotti il n'a pas le droit de refaire une saison. La As il me semble. Il va falloir lui trouver quelque chose hein, pour l'année prochaine c'est sûr. Il y a trop de monde, c'est fini. Mais bon voilà après il n'y a pas que les intérêts du pilote, du talent on va dire qui prime. Il y a aussi les intérêts financiers, malheureusement. Qui repasse. Oui, c'est un petit peu le bazar, on va dire, pour ne pas dire oui, parce qu'Andretti voudra absolument en F1, il faut savoir être un pilote américain. 2 secondes, déjà, on a... ça, c'est problématique, on subit, voilà. Si vous voulez un terme encore un peu précis, du dirty air. Ça serait incroyable qu'ils se retrouvent sans baquet. Voilà, et donc à peu près à déjà 2 secondes, on le ressent. Et là, bon, là, Max était énervé, bien sûr. Ah oui, parce que les monoplaces devant eh bien, génèrent des perturbations. L'air traversé est perturbé. L'ingénieur qui dit pas besoin de te demander ce qui s'est passé. Et certains devraient acheter des lunettes, dit Max Verstappen. Non sans humour, avec un peu d'énervement et d'agacement, mais avec un peu d'humour aussi. La dernière minute de séance maintenant, un dernier tour pour Valtteri Bottas. Ce sera pour le Finlandais son 16e tour. Et vous êtes 37, incroyable. Mettez un pouce bleu, évidemment. Et on se retrouve à 23h pour les qualifs. Je serai en direct. Un test de l'alpha de 2 jours. Ouais, enfin bon, ça l'occupera 2 jours quoi, en gros. On les voit, on les ressent ces boss. Je pense pas qu'il se contente de ça, le pauvre Théo. On voit le casque bouger, les mains, tout vibre. Non, il faut lui trouver un baquet ailleurs, ou pire, s'il n'a pas de F1 l'année prochaine. Pas simple à gérer. En Formule E, en IndyCar, ou je sais où. En Super Formula au Japon. Dans le premier secteur pour Valtteri Bottas, toujours 5e à cet instant. Il devrait le rester. Il va falloir trouver quelque chose. Plus nuageux aujourd'hui sur Austin, sur le Texas, la comparaison des secteurs de cette 3e séance d'essai libre lorsque l'on additionne les meilleurs secteurs de chaque pilote, même s'ils n'ont pas été effectués dans un seul et même tour. Eh bien, ouais, mais Gasly chez Red Bull encore une fois, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Celui d'Hamilton, en tout cas le plus rapide des tours. Vu ce que ça a fait la première fois, le meilleur des cas serait Hamilton devant Verstappen hein. pour un 10e et demi. Valtteri Bottas à 4 dixièmes. Sergio Perez qui fait jeu égal chez les
coéquipier avec Valtteri Bottas. C'est sûr qu'on aimerait le voir avec une voiture plus performante que l'AlphaTauri, mais deux McLaren et l'autre Ferrari. je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée chez Red Bull quand même. Français un petit peu plus loin, Pierre Gasly devant Esteban Ocon. Il va se faire bouffer par Verstappen, hein, donc parfait lorsque l'on c'est l'intérêt quoi. Secteur de chaque pilote. Le drapeau à damier d'ici quelques secondes maintenant. Passage sur la ligne pour les Bottas, gaps qui pour sont un Hamilton. peu buggés là quand même. Rassuré sans doute Lewis Hamilton, même si son temps n'a pas été conservé. Ils ont pu mesurer face à Red Bull qu'ils étaient dans les mêmes chronos lorsqu'il s'agissait de pousser sur un tour qualif. Les deux équipes sont montées en puissance durant ce week-end. Mazepin, 2 minutes 03. J'avais pas capté, mais c'est un peu lent quand même là. Verstappen et Hamilton vont se battre pour la pole Extrêmement probablement, lent quand même, là. avec Perez et Bottas juste derrière. Pourquoi pas aussi pour eux. On a hâte de vivre cette séance de qualification. Rendez-vous à 22h40 pour la séance de qualification sur Canal Plus Sport, sur MyCanal. Sergio Perez, eh bien de nouveau le plus rapide, même s'il sait que d'autres pilotes ont été normalement, un peu plus vite, probablement rouler en mais n'ont pas vu leur Williams chrono en retenu. 2022. Après Alors, la non. FP2, le voici le plus rapide en FP3. Là tu repars dans les délires, hein, Roland, je sais pas si t'as vu ou quoi, mais... Ouais, bah c'est cool. chez Williams c'est complet l'année prochaine, il y a Albon, du coup, et Latifi qui reste en place. Donc, tout se joue dans le mental non, quasiment. Du coup. Donc faut être bien, serein et prêt pour la qualif. Ils vont encore avoir l'occasion de travailler pendant un peu moins de 2 heures pour s'y préparer à cette séance de qualification. On voit ici Sergio Perez. Et donc Perez encore le meilleur tour. Hein. Dans l'enchaînement qu'il a su négocier, la Red Bull qui a réussi à absorber au mieux. Comme en essai 2. Difficile du tracé des Amériques. Bon allez, j'arrête là, je vais aller manger moi. Et puis on se donne rendez-vous à 23h hein, évidemment. Pour les qualifications. À tout à l'heure, bon appétit si vous n'avez pas mangé. Du Texas, des Amériques.